Mesdames et messieurs, bienvenue dans Décryptage sur Africa 24. Nous recevons dans cette édition M. Carlos Lopez, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, dans la continuité des travaux des 30e Assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export, tenue du 18 au 21 juin 2023 à Accra, au Ghana. Avec lui, nous discutons principalement des perspectives économiques pour l'Afrique. M. Carlos Lopez, bienvenue sur Africa 24. En marge de ces assemblées annuelles 2023, Afreximbank a célébré ses 30 années d'existence. Comment évaluez-vous les progrès et les efforts de la banque pour transformer le commerce en Afrique et créer des opportunités pour les Africains? Je vois que c'est une banque qui est toujours à la pointe de l'innovation. C'est une banque qui nous a permis, par exemple, de dépasser les difficultés qui ont été celles du continent pendant la pandémie, en mettant à disposition des pays des montants significatifs pour pouvoir avoir un pool d'achats groupés. C'est une banque qui est là, par exemple, pour mettre en place un système de paiement qui nous permet de dépasser la dépendance des devises étrangères. C'est une banque qui est là pour les projets d'infrastructures d'envergure qui nous permettent, par exemple, de financer ce qui n'est pas nécessairement seulement au niveau d'un pays, des projets transfrontaliers. C'est une banque qui est là aussi pour mettre en place des mécanismes de financement du commerce qui sont beaucoup plus rapides et qui nous permettent d'avancer en termes de réseau intra-africain de commerce. C'est une banque aussi qui met à la disposition du secrétariat de la zone de libre-échange continentale des sommes importantes pour pouvoir avoir les aspects techniques et les aspects qui sont liés, disons, à la mise en place de l'infrastructure de la zone de libre-commerce avec disons, la doigté nécessaire, mais aussi avec la connaissance nécessaire de ce qui a été fait dans d'autres régions du monde. Donc moi, je suis assez admiratif qu'une banque qui est assez capable de prendre des risques puisse avoir des notations importantes dans le milieu financier et puisse aussi mobiliser suffisamment de capital pour augmenter considérablement ses ressources. Donc on dit bravo et on espère que ça va continuer dans la même trajectoire. Que vous inspire le rôle que jouent les institutions financières de développement dans la construction de la prospérité pour les Africains? Les banques africaines multilatérales ont démontré ces dernières années une capacité qui n'était pas nécessairement liée seulement à leur efficacité. Elles ont démontré une volonté politique panafricaine. Ce n'était pas toujours le cas et je pense qu'on n'a jamais été très loin, disons, des principes de l'intégration régionale, mais pas nécessairement avec toute la, disons, force, toute la dynamique liée à l'histoire du continent en termes d'intégration politique aussi. Et je pense que c'est dû au fait aussi que l'Afrique, elle commence à avoir la notion que l'ère du développement touche un peu à sa fin. Donc on ne dépend plus du développement pour pouvoir faire avancer nos économies. On peut toujours compter sur l'aide au développement pour certains domaines, pas de doute, mais ce n'est plus le moteur de la grande transformation. Ce moteur, il vient plutôt de la volonté de faire de la transformation structurelle. Et quand on parle de transformation structurelle, au centre, nous avons l'industrialisation. Et quand on parle d'industrialisation, c'est très difficile de financer. Et donc, ce sont les banques africaines qui ont montré un peu la voie. Et maintenant, on voit les autres venir. Mais je suis assez content de leur performance. Que vous inspire le rôle que jouent les institutions financières de développement dans la construction de la prospérité pour les Africains? Je pense que tout d'abord, nous avons un problème de ne pas avoir les chiffres corrects. Parce que si on pense que le commerce intra-africain est seulement celui qui passe par les douanes, on sait que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de commerce informel, comme il y a beaucoup d'informalité aussi dans nos économies. Donc il suffit d'aller dans une frontière terrestre pour savoir qu'il y a beaucoup de transactions qui ne passent pas nécessairement par les cahiers des douaniers. Il faut aussi dire que nous avons un certain nombre de services assez sophistiqués, notamment dans le domaine des télécommunications et dans le domaine des services financiers,
qui ne sont pas complètement absorbés par nos statistiques, parce que ces entreprises, elles sont plus sophistiquées que la régulation. Par exemple, quand vous avez un roaming qui est présent, gratuit, dans je ne sais pas combien de pays en Afrique orientale, vous pouvez compter que c'est plutôt l'entreprise qui va dire au régulateur combien appartient à chaque pays. Donc nous n'avons pas tellement de connaissance du détail. Donc ceci dit, c'est vrai que les chiffres ne sont pas de nature à célébrer. Nous avons à peu près 16 à 17%, dépendant des années, de commerce intra-africain. L'Union européenne est à plus de 60. Donc nous avons du chemin à parcourir, il n'y a pas de doute. Mais quand on voit quelles sont les raisons principales de ce niveau de commerce si bas, il y a le problème des infrastructures, nous avons une logistique qui est pauvre. Donc même si on veut importer du voisin, c'est toujours difficile et très souvent aussi assez onéreux du point de vue des coûts. Nous avons des problèmes d'harmonisation et c'est la raison pour laquelle la zone de libre commerce, elle va permettre que tout le monde puisse passer les frontières sans avoir toute la paperasse qui est liée à ces transactions. Et nous avons aussi le problème de ce qu'on doit pouvoir exporter. Parce que les pays africains n'ont pas besoin d'acheter ce qu'ils produisent déjà, ils ont besoin de choses qu'ils ne produisent pas. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart des pays africains ont des niveaux de transformation industrielle et de services qui sont relativement faibles par rapport à leur PIB. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup plus de commerce dans les produits transformés que dans les pays qui ne sont pas transformés. Donc il faut augmenter cette partie du commerce. Et pour augmenter cette partie du commerce, il faut s'industrialiser davantage. Aujourd'hui, le commerce intra-africain reste faible, avec seulement 14,4% des exportations africaines totales. Malgré tous les efforts mobilisés pour stimuler le commerce entre pays africains, pourquoi les chiffres restent-ils insatisfaisants et quelles sont vos recommandations pour faire évoluer cette situation? Nous avons vraiment un défi de court terme qui est un problème d'accès au marché de capitaux. Nous n'avons pas suffisamment d'argent qui est disponible pour les investissements. Et nous sommes en train de vivre une crise qu'on n'a pas vue depuis les années 90. Et donc, dans le court terme, c'est ça le problème principal. Tout ce qu'on avait comme projet en tension est un peu à l'arrêt parce qu'on n'a pas suffisamment d'accès à des fonds et des capitaux privés. Et le deuxième défi, c'est que nous avons vraiment des politiques qui ne sont pas très claires pour créer les conditions, l'écosystème et l'attractivité nécessaires pour augmenter l'industrialisation. Et donc je pense que quand on voit le tableau de réformes qui sont nécessaires, il y a un certain nombre de pays africains qui sont très hauts dans le podium, mais la plupart n'y est pas. Donc nous avons du chemin à faire. Quelles stratégies les dirigeants peuvent-ils adopter pour aider à renforcer l'interconnectivité entre l'Afrique et sa diaspora pour une prospérité partagée? Je pense encore une fois que l'Afreximbank nous a donné un peu l'exemple en intégrant les pays des Caraïbes dans son système de paiement, dans son système de financement, en faisant de sorte que la Banque des Caraïbes fasse partie de son capital. Donc il ne suffit pas suffisamment de seulement dire que nous avons des bonnes intentions par rapport à la diaspora. Il faut mettre en place les mécanismes qui permettent que cela puisse vraiment se transformer dans une opportunité. Et donc ce qu'on fait avec les Caraïbes, on doit le faire avec l'ensemble de la diaspora africaine. Ces derniers jours, il y a beaucoup d'attention qui est liée à l'expansion de la diaspora indienne et beaucoup d'analyses qui sont faites sur le poids que la diaspora indienne a dans le développement de son pays. Et je pense qu'il n'y a pas de raison pour que l'Afrique ne soit pas dans le même registre. Vous savez que si on compte l'aide au développement qui arrive au continent, nous sommes dans les 50 milliards de dollars par an. Et quand on compte les transferts de migrants, nous sommes déjà à 70 milliards de dollars. Donc notre diaspora, elle contribue déjà beaucoup plus que l'ensemble de l'aide au développement. Donc c'est une bonne piste pour qu'on puisse vraiment
faire des politiques pour que ça ne soit pas seulement des transferts pour la consommation, que ça se transforme vraiment dans des opportunités de négoce, des opportunités de business, pour qu'on puisse augmenter le poids de la diaspora dans la transformation du continent et pour qu'on puisse intégrer la diaspora dans notre développement. Au fil des années, le continent s'est de plus en plus appuyé sur les importations alimentaires, la facture dépassant désormais les 50 milliards de dollars par an selon les estimations. Quelles sont les conséquences d'une dépendance croissante aux importations pour les économies africaines? C'est un des domaines qui me rend vraiment triste parce que nous consommons beaucoup de produits alimentaires que nous ne produisons pas, parce qu'on nous a influencé un peu en termes de consommation et nous ne valorisons pas suffisamment des produits locaux dont les aspects nutritifs ont beaucoup plus d'intérêt pour les populations. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience à cause de la crise qui a été provoquée avec les engrais et les fertilisants résultant de la guerre en Ukraine. Et je sens qu'il y a maintenant une tentative de corriger cela avec plus de force qu'auparavant.